Voici l'essentiel sur le protocole traumatique 14 concernant les blessures aux yeux en milieu de travail. Vous le savez, l'œil est un organe tellement délicat qu'un seul mauvais réflexe lors d'un accident peut littéralement coûter la vue de la victime, d'où l'importance vitale d'agir selon les bonnes règles. Premièrement, voyons les règles d'or de ce qu'il ne faut absolument pas faire. Eh bien, face à une blessure, on ne met jamais rien dans l'œil de la victime, on évite à tout prix d'appliquer une pression ou un pansement compressif, et surtout, on ne tente jamais, au grand jamais, de retirer un corps étranger logé dans le globe oculaire. Deuxièmement, si un objet a bel et bien pénétré l'œil, c'est simple, laissez-le exactement où il est. Vous allez le stabiliser en déposant des compresses tout autour, puis le couvrir avec un verre en carton bien fixé. Et là, c'est crucial, vous devez obligatoirement couvrir l'œil non blessé aussi pour forcer l'immobilité totale des deux yeux. Finalement, comment agir face à une brûlure chimique? La seule véritable urgence, c'est de rincer l'œil à grande eau, en maintenant les paupières bien ouvertes. Mais attention, prenez grand soin de tourner la tête de la victime sur le côté pour que l'eau contaminée ne coule surtout pas dans l'œil sain. Et vous continuez ce rinçage jusqu'à l'arrivée des secours. En somme, pour tout traumatisme oculaire, la règle vitale est de protéger sans jamais compresser, de ne absolument rien retirer et d'alerter immédiatement les urgences. Pour savoir comment réagir sans paniquer face à ces situations délicates, restez avec nous, on vous invite à écouter la suite avec notre épisode complet sur ce sujet qui suit à l'instant. Entrons directement dans le vif du sujet. L'exploration d'aujourd'hui, elle s'éloigne vraiment des théories abstraites. On plonge dans l'urgence absolue. Ouais, on est dans le purement opérationnel, là où chaque seconde compte sur le terrain. Exactement. Et l'analyse du jour repose sur un document qui est capital pour quiconque travaille en milieu industriel ou technique. La fameuse 9e édition du manuel de secourisme en milieu de travail. C'est ça. Le manuel de 2022 de la CNST, donc la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail au Québec. Mais on va pas s'amuser à éplucher tout le livre page par page. Surtout pas. Notre point de mire exclusif aujourd'hui, c'est le chapitre 14. Le segment très intense sur les blessures aux yeux et le fameux protocole traumatique 14. Et la mission de notre analyse, elle est super spécifique. L'idée, c'est vraiment d'extraire la philosophie derrière ce protocole d'urgence. Parce qu'il est extrêmement strict. Très strict, ouais. Il faut comprendre non seulement ce qu'il faut faire, mais surtout le pourquoi physiologique derrière ces directives. Parce qu'un traumatisme à l'œil au travail, c'est juste chaotique à gérer. Totalement. L'objectif, c'est de démystifier cette gestion de crise. La vision est en jeu, la marge d'erreur est inexistante. Et paradoxalement, on va le voir, nos pires ennemis dans ces moments-là, c'est souvent nos propres réflexes. Ok, décortiquons ça. Avant de parler de la crise en tant que telle, il faut vraiment s'arrêter 2 secondes sur la biomécanique de l'œil. Ça explique pourquoi la CNESEST est aussi catégorique. Vas-y. On va pas faire un cours d'anatomie complet, mais d'un point de vue purement structurel, l'œil, c'est quoi? C'est un globe rempli de liquide sous pression. C'est exactement ça. Il a sa cornée transparente, son système de défense naturel avec les paupières, les larmes. Mais face à un danger industriel, un impact cinétique ou une projection, ce système de défense, il sert plus à rien. Et ce qui est fascinant ici, c'est que c'est cette intégrité structurelle liquide et fragile qui dicte tout le protocole 14. Un œil, ça encaisse pas un choc comme un muscle ou comme un os. À cause de cette dynamique des fluides internes, la moindre altération de l'enveloppe extérieure, ça peut avoir un effet domino dévastateur. C'est pour ça que la CNSST classe automatiquement toute blessure à l'œil comme un traumatisme grave. Automatiquement. Il n'y a aucune zone grise. Et c'est de là que découlent les interdictions absolues. Des règles de non-intervention qui vont totalement à l'encontre de ce qu'on voudrait faire spontanément. Le manuel martèle 3 principes de base incontournables pour pas aggraver la situation. Premièrement, ne rien mettre dans les yeux de la personne. Rien du tout. Deuxièmement, éviter toute pression ou tout pansement compressif. Et avec l'histoire des fluides que tu viens d'expliquer, on comprend pourquoi. Appuyer sur un globe perforé... C'est risqué d'expulser les structures internes. Oui, c'est catastrophique. Voilà. Et troisièmement, la règle absolue. Ne jamais, au grand jamais, tenter de retirer un corps étranger logé sur ou dans l'œil. C'est la ligne rouge. Et c'est là que le secourisme, ça devient un vrai exercice de psychologie comportementale. Pense-y une seconde. Ouais. Au quotidien, si on a la moindre gêne dans l'œil, un cil ou une poussière, c'est quoi notre instinct primaire? Mais on frotte, on essaie de l'enlever avec les doigts. Exactement. C'est un réflexe viscéral. Alors, transpose ça en milieu industriel. Un travailleur vient de se prendre un éclat métallique. Son premier réflexe, ça va être de porter ses mains à son visage. Et le rôle du secouriste, avant même d'appliquer le protocole médical, c'est d'intercepter ce mouvement. C'est ça. Faut une maîtrise de soi phénoménale pour voir un objet planté dans l'œil d'un collègue, l'entendre paniquer et s'interdire de faire le geste qui semble le plus naturel pour le soulager. Ne pas retirer l'objet.
Ça demande un sang-froid impressionnant, surtout face au traumatisme sévère que la source décrit. En usine, les dangers sont balistiques. Des éclats de fer, de métal projetés à haute vitesse. Ouais. Le document utilise des termes cliniques assez lourds, comme l'avulsion, c'est-à-dire l'œil littéralement sorti de son orbite suite à un choc, ou les lésions non pénétrantes comme les déchirures cornéennes sévères. On n'est plus dans le petit bobo, là. Non, on est dans l'urgence vitale complexe. Et face à ce chaos, le protocole 14 impose une logique d'intervention ultra séquentielle. C'est contre-intuitif, mais la première chose à faire... C'est pas de regarder l'œil. Exact. Le secouriste doit d'abord assurer la sécurité des lieux pour éviter un suraccident. Ensuite, vérifier l'état de conscience tout en maintenant une protection cervicale. Et ça, c'est un point super important. Si l'impact a été assez violent pour causer une avulsion, la force a été transférée au crâne et aux vertèbres. Tout à fait. L'arbre voit pas cacher la forêt. On alerte les urgences et on vérifie l'ABC. Les voies respiratoires, la respiration, la circulation. Si la personne respire plus, sauver son œil passe au second plan. On sauve le cerveau et le cœur d'abord. C'est logique. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'une fois que les fonctions vitales sont stables et qu'on s'attaque enfin à la blessure, la technique de la CNSST est d'un pragmatisme redoutable. Pour gérer un objet pénétrant, tu veux dire? Ouais, on l'a dit, on retire pas l'éclat de métal. Mais on peut pas non plus le laisser libre en attendant l'ambulance. Un mouvement brusque et il s'enfonce plus loin. Donc la directive, c'est de déposer des compresses autour de l'objet. Autour, oui. Et ensuite, on utilise un simple verre de carton qu'on fixe avec du ruban adhésif pour créer une barrière protectrice par-dessus. Un simple gobelet jetable, c'est brillant. C'est de l'ingénierie de terrain. On utilise la rigidité du carton pour faire un dôme. Ça englobe le corps étranger sans jamais exercer la moindre pression sur le globe oculaire. C'est l'illustration parfaite de l'application de la théorie sur un plancher d'usine. Mais le protocole va encore plus loin dans la biomécanique pour les blessures non pénétrantes. S'il n'y a pas d'objet saillant, on couvre l'œil blessé avec un pansement sec, non compressif. Mais, et c'est là toute la subtilité... Le pansement double. Exactement. Le protocole exige de couvrir aussi l'œil non blessé. Ça, pour quelqu'un qui n'a pas de formation médicale, ça semble complètement absurde. Pourquoi rendre la personne totalement aveugle alors qu'elle a un œil intact? Tout se joue dans la neurologie. Nos yeux font ce qu'on appelle des mouvements conjugués. Ils sont mécaniquement liés. Si tu laisses l'œil sain découvert, la personne va forcément l'utiliser. Elle va regarder les ambulanciers arriver. Voilà. Et pendant que cet œil sain bouge, l'œil blessé, même caché sous son pansement, va faire exactement les mêmes mouvements, en parfaite synchronie. Donc si la cornée est déchirée, chaque mouvement de l'œil sain fait frotter la plaie contre l'intérieur de la paupière fermée. C'est un désastre pour la cicatrisation. Ça aggrave la lésion à chaque seconde. En mettant un pansement sur les deux yeux, on force le système visuel à s'éteindre. On contraint les deux yeux à l'immobilité. Une mise au repos forcée. Mais j'imagine le cauchemar psychologique sur le terrain. La personne vient de subir un choc violent, elle a mal, et soudainement, on la plonge dans le noir total. Le niveau d'anxiété explose. D'où l'importance de la position recommandée. La source dit de l'installer en position semi-assise, s'il n'y a pas de risque vertébral évidemment, pour réduire la pression sanguine à la tête. Et surtout pour lui parler et la rassurer constamment. La gestion de la panique, c'est la moitié du travail du secouriste. Mais ce calme relatif, il vole complètement en éclats quand on passe à la section suivante du manuel. Les brûlures chimiques. Ouais. Avec un objet pointu, on avait une menace balistique. Là, on a une agression qui demande une approche radicalement différente. Des acides, des bases, des produits caustiques. On gère une destruction des tissus en temps réel. La source décrit des symptômes effrayants, une irritation fulgurante, une douleur extrême, une vision trouble. Et le détail marquant, c'est la sensation d'avoir du sable dans l'œil. Alors qu'il n'y a rien de solide, c'est la réaction chimique elle-même, la dégradation de la cornée, qui donne cette fausse sensation d'avoir un corps étranger. Et face à ça, le paradigme s'inverse. Pour l'objet pénétrant, on disait « on stabilise et on attend ». Pour la brûlure chimique, le manuel dit « action immédiate et agressive ». Faut rincer à grande eau tout de suite, on n'attend surtout pas les ambulanciers. Chaque seconde laisse le produit ronger une couche de cellules en plus. C'est une vraie course contre la montre. La mécanique de rinçage est super spécifique. Si la personne porte des verres de contact, faut les retirer vite fait, sinon le produit reste piégé dessous. Et on utilise une douce oculaire ou juste l'eau du robinet. Et là, il y a une prouesse logistique que le protocole souligne. Un détail critique. Faut impérativement incliner la tête de la victime vers le côté de l'œil atteint. Purement pour la gravité.
Exact. Si l'œil droit est aspergé, on penche la tête à droite. Comme ça, l'eau contaminée s'écoule vers le sol. Parce que si, par inattention, le secouriste penche la tête de l'autre côté, L'eau caustique dévale l'arête du nez et inonde l'œil sain. Et là, on a 2 yeux détruits. c'est ce genre de détail qui fait toute la différence. Et en plus, le secouriste doit maintenir les paupières écartées avec ses doigts. Faut imaginer la scène. La personne souffre le martyre, son œil se ferme avec une force incroyable à cause des spasmes. Le secouriste doit lutter mécaniquement contre ça et demander à la victime de faire rouler son œil dans tous les sens pour rincer chaque petit repli. Et pendant cette lutte physique, faut aussi gérer l'information. Le manuel insiste sur l'identification du produit, trouver la fiche de données de sécurité, la fameuse FDS ou l'étiquette. C'est vital, parce que la règle du rinçage à l'eau a des exceptions mortelles. Le document dit de contacter le centre antipoison du Québec au 1-800-463-50-60. Le 1-800-463-50-60. Ouais, c'est pas juste pour la forme. Sur un site industriel, certains composés chimiques réagissent violemment à l'eau. C'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Ça dégage une chaleur intense. Si tu rinces un produit comme ça, l'eau agit comme un catalyseur. Tu vas littéralement ébouillanter l'œil de la victime. L'horreur. L'appel au centre antipoison, c'est l'information qui valide l'action physique. C'est fascinant de voir ce mélange de force brute, tenir quelqu'un de force pour le rincer, et d'analyse chimique pointue. Mais la CNST s'arrête pas au traumatisme évident. Il y a une section entière sur une menace beaucoup plus insidieuse, la menace invisible. Les brûlures par rayonnement, les ultraviolets, les infrarouges. C'est le danger silencieux pour les soudeurs ou ceux qui bossent avec des lasers. Il n'y a pas d'impact, pas d'éclaboussure. Et si on relie ça au contexte global de la sécurité au travail, c'est la blessure la plus sous-estimée, parce que sa vraie traîtrise, c'est sa temporalité. Les symptômes apparaissent à retardement. Avec un éclat de métal, la douleur est instantanée. Mais avec le rayonnement, l'incident passe inaperçu sur le moment. C'est seulement plus tard que ça se gâte. Une sensation de brûleur, l'impression d'avoir des grains de sable, des picotements qui deviennent une douleur très vive. Et la photophobie. La difficulté à supporter la lumière. La surface de l'œil est tellement irradiée que même une lumière tamisée devient une torture. Souvent, ça devient une urgence des heures après la fin du quart de travail. Mais du coup, sur le plan opérationnel, comment le protocole 14 gère ça? On peut rien retirer, on peut rien rincer? Le traitement repose sur la privation sensorielle totale. On applique un pansement sec sur les 2 yeux, comme pour les lésions non pénétrantes, mais avec une caractéristique en plus. L'opacité. Une opacité absolue. On bloque 100% de la lumière entrante pour mettre le système neurologique de l'œil au repos. Et j'imagine qu'il faut absolument empêcher la personne de se frotter les yeux. C'est fondamental. La cornée est littéralement cuite par les UV ou les infrarouges. Le simple fait de frotter avec ses mains, ça risque d'arracher des couches de cellules. Tu transformes une brûlure en ulcère profond. Donc on pose les pansements opaques super vite pour enlever l'envie de toucher, et ensuite on bascule en mode enquêteur. Exactement. Faut collecter les données. C'était quoi la source? Un arc de soudure? Un laser? À quelle distance? Pendant combien de temps? C'est crucial pour les médecins qui vont prendre le relais aux urgences pour évaluer la profondeur de la brûlure. Le secouriste est une vraie courroie de transmission. Il stabilise le physique et prépare le terrain médical. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Si on prend un peu de recul sur tout ce chapitre 14 de la CNSST, on voit une doctrine super cohérente. Le fil conducteur, c'est la protection sans aggravation. C'est un excellent résumé. On fige la scène, on bloque les mouvements avec le verre de carton ou le double pansement. On dilue sans contaminer l'autre œil et on met au repos total. Et l'impact de cette rigueur, il est inestimable. L'œil n'a pas la résilience de la peau. Les dommages sont souvent irréversibles. Ce que le manuel démontre, c'est que le destin de l'œil, il se joue dans les 3 ou 4 premières minutes. Directement sur le plancher de l'usine. Ouais, c'est l'intervention méthodique d'un collègue formé qui fait la différence entre la guérison et la cécité permanente. C'est une responsabilité monumentale. Mais c'est rassurant de voir qu'un protocole aussi rodé existe. Ça soulève d'ailleurs une question fascinante. En lisant ça, on frappe un mur par rapport à notre propre évolution. Comment ça? Notre corps a des réflexes autonomes incroyables pour protéger notre vision. Cligner des yeux en une fraction de seconde, produire des larmes pour évacuer une poussière. Des défenses parfaites pour la nature. Exact. Mais quand un accident industriel lourd survient, notre premier instinct conscient face à la douleur, c'est de porter nos mains à notre visage. De frotter, d'appuyer, d'essayer d'enlever le métal nous-mêmes. Et c'est exactement ce qui va nous rendre aveugles. C'est la terrible leçon du protocole 14. Face à un traumatisme moderne, la survie de notre organe le plus complexe dépend entièrement de notre capacité à supprimer violemment nos instincts de survie les plus primaires.
Faut faire confiance à une procédure froide et calculée au lieu de s'écuter. C'est une ironie évolutive dingue. L'environnement technologique a complètement dépassé nos mécanismes de défense. Complètement. C'est là-dessus que se termine notre analyse de ce document. La maîtrise de ces protocoles, c'est vraiment la maîtrise de soi avant tout. À la prochaine pour décortiquer ensemble une nouvelle source. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel, reconnu par la CNESST, ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.